Allez, second poteau, Pavard. Hey, un pommade là, un peu de pommade. Les espoirs de la descente française sont sur ses épaules. Qu'elle a solide. Non. Eh ben qu'elle a pas solide du tout. Non, Non, c'est pas possible. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas la victoire. Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans Vincent Sport, c'est Jérémy qui vous parle. Et aujourd'hui je suis avec Florian. Comment tu vas, Flo? Bah écoute, super bien, effectif réduit, mais j'ai la forme. Et toi, Jérémy? Nickel, et on en profite pour souhaiter une bonne année à tous nos auditeurs. Donc une émission un peu spéciale aujourd'hui, qui sera plus courte que d'habitude puisqu'on est en sous-effectif avec Florian. Donc on va vous faire un tour de l'actualité très réduit et ça commence tout de suite avec le jingle. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Et on démarre cette émission en Australie puisque l'Open d'Australie, le premier grand chelem de l'année, a démarré depuis lundi 17 janvier. Et contre toute attente, les Français réalisent un plutôt beau début de tournoi. Pour l'instant, en 16e de finale, on retrouve Benoît Paire, le fantasque français qui s'est débarrassé de Montero au premier tour, et pas n'importe qui au deuxième tour puisqu'il a éliminé le Bulgare Grigor Dimitrov. Il va retrouver l'un des favoris en 16e de finale, Stefanos Tsitsipas. On a aussi Adrian Manarino qui a battu Duckworth au premier tour et le Polonais Hubert Hurkacz au second tour. Il affrontera Karatsev en 16e. Et le dernier Français encore en lice, c'est Gaël Monfils. Et là, c'est encore plus impressionnant car le Français a concédé seulement 10 jeux en 2 matchs contre Coria et le Kazakh Bublik. On sait qu'il a gagné le premier tournoi ATP de l'année à Adélaïde, toujours en Australie. Et il peut aller très loin dans cet Open d'Australie. En tout cas, on l'espère parce qu'il est sur une sacrée forme. Il affrontera le Chilien Christian Garin en 16e. Et donc, parmi les favoris de cet Open d'Australie, on retrouve les Russes Medvedev et Rublev, le Grec Tsitsipas, Rafael Nadal, bien sûr, l'Allemand Alexander Zverev. Mais il manque un gros favori, celui qui a déjà gagné 9 fois le tournoi, c'est Novak Djokovic. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas présent ce tournoi, Florian ? C'est une affaire qui fait pas mal de bruit depuis des semaines et des semaines dans le monde du tennis. Alors pour bien comprendre ce qui s'est passé, on va un peu repartir chronologiquement dans cette histoire. Donc il faut savoir que le 16 décembre, Novak Djokovic en fait aurait eu le Covid, mais à ce moment-là, personne ne le savait. Et au lieu de s'isoler, lui, il a fait pas mal d'événements publics et il se serait affiché sur Instagram sans masque sur ses propres posts. Donc il va d'ailleurs inviter des enfants dans son académie à Belgrade et c'était une nouvelle fois sans masque, donc ça va faire pas mal polémique après. Entre-temps, en fin décembre, il va aussi aller en Espagne pour s'entraîner par rapport à l'Open d'Australie et il va d'ailleurs annoncer son départ pour le tournoi australien et qu'il bénéficie d'une exemption médicale pour y participer parce qu'en effet, justement, le joueur n'est pas vacciné. Donc ça a pas mal fait polémique aussi parce que les personnes ne comprennent pas pourquoi et quelle est cette exemption médicale. Donc lors de sa venue en Australie, il va se faire réprimander par les autorités qui vont le suspendre. Il va le suspendre de son visa. Et en fait, les avocats vont arriver pour expliquer que le joueur peut participer au tournoi parce qu'il a eu le Covid. Or, comme je vous l'ai dit au début, Djokovic ne s'est pas isolé, ce qui a créé pas mal de conflits aussi avec les ministres du pays qui ne comprennent pas sa venue, sachant qu'il n'est pas vacciné. Au final, les tirages au sort de l'Open d'Australie vont le comptabiliser dedans le 14 janvier, sauf que son visa va être une nouvelle fois annulé et cette fois-ci Novak Djokovic va être renvoyé dans son pays parce qu'il ne peut participer à ce tournoi. Alors lui va avoir une réaction pas très extravagante, Il dit qu'il est extrêmement déçu de la décision, mais qu'il la respecte et qu'il allait coopérer avec les autorités compétentes en ce qui concerne son départ. Donc finalement, le 16 janvier, il va partir en destination de Dubaï. Et voilà la fin de son tournoi qui n'a pas commencé pour le grand joueur. Au final, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a encore du suspense pour ce tournoi. Et que se passe-t-il au niveau des filles, Jérémy ? Du côté des filles, pas de polémique. Si on passe aux Françaises, il ne reste plus qu'une Française dans le tournoi, c'est Alizé Cornet.
Donc la Française qui a battu sa compatriote Clara Burel au premier tour, mais surtout au deuxième tour, c'est la performance. Elle a battu Garbiñe Muguruza, l'Espagnole qui n'est pas n'importe qui, puisqu'elle a déjà remporté notamment Roland-Garros et Wimbledon, et elle était la finaliste de l'Open d'Australie en 2020. Donc la Française, elle sera opposée à la joueuse slovène Zidansek en 16e, donc une joueuse qui est tout à fait à sa portée. On passe maintenant au tournoi Destination qui aura lieu du 5 février au 19 mars 2022. La France qui n'a plus remporté le tournoi depuis 2010, mais elle se place dans les favoris cette année. Alors cette année, la France elle aura l'avantage de recevoir 3 fois et de ne se déplacer que 2 fois, ce qui est hyper important quand on sait l'importance des matchs à domicile dans le rugby. Donc il faudra se déplacer au Pays de Galles et en Écosse, et le dernier match de ce tournoi qui sera peut-être décisif, c'est un France-Angleterre qui promet énormément. Donc venons-en au foot maintenant, et avec un nouveau club pour Hatem Ben Arfa. Eh bien oui, Jérémy, c'est officiel. Ben Arfa a signé à Lille. Donc depuis la fin de son contrat avec Bordeaux il y a 8 mois, il se préparait seul et s'est désormais senti prêt à rejoindre un 7e club français, donc qui est Lille. D'autre part, dans les transferts, ça sent la rupture entre Barcelone et Ousmane Dembélé. En effet, le club catalan ayant pour projet initial de prolonger avec le joueur avait formulé plusieurs offres qui ont été à chaque fois refusées par ses agents. Le directeur de football du club, Mathieu Alemani, a sifflé la fin de la récréation dans une conférence de presse. Donc l'attaquant français est mis de côté maintenant dans les choix du coach Xavi et devrait partir prochainement, sachant que son contrat se termine dans les prochains 6 mois. Aussi d'ailleurs dans le club de Barcelone, plusieurs offres se mêlent au choix du coach et il voudrait en fait faire des transferts de joueurs de fin de contrat ou alors en tension avec leur club, donc des joueurs comme Werner à Chelsea, Aubameyang ou bien encore Dybala, Lacazette, Rudiger sont dans les objectifs du club et ils viennent aussi également de recruter 2 pépites brésiliennes provenant de Santos pour réhabiliter un peu les performances actuel du club. Autre aussi transfert, donc Eden Hazard serait susceptible de partir du Real Madrid bénéficiant de très peu de temps de jeu et ne faisant plus partie des plans d'Ancelotti. C'est également le cas pour Luis Suarez qui est en conflit avec son club. Il aurait une porte de sortie vers Aston Villa où il pourrait rejoindre son ancien coéquipier Philippe Coutinho. Et enfin, un petit point actu du côté français avec le club de l'OM où il y a eu pas mal de mouvements. Donc le club a réussi à s'attirer les services de Sid Kolasinac, qui est un défenseur provenant d'Arsenal, et de Cédric Bakambu, qui est un très bon attaquant français franco-congolais, qui s'est d'ailleurs fait connaître à Villarreal et qui sera très utile à l'équipe de Marseille. Dans ce contexte de dépenses, l'OM voit partir son défenseur Amavi et son attaquant Beneteau. Merci Florian, et on va maintenant faire un petit tour des derniers résultats de foot, en commençant bien sûr par la Bretagne. Alors ce week-end, lors de la 21e journée, Rennes s'est imposé sur un score de tennis, puisqu'ils ont marqué 6 buts contre Bordeaux, 6-0, contre d'ailleurs l'ancien portier du Stade Rennais qui est Benoît Costil. Lorient a malheureusement fait match nul contre Angers, un point qui sera quand même utile pour le maintien. Et de son côté, Brest a perdu 2-0 contre Paris. Oui, puis plus généralement, Lyon a gagné de justesse face à 3-1-0. Marseille et Lille ont récolté un seul point avec un match nul. Monaco, Nice, Lens, Strasbourg et Metz se sont également imposés dans la 21e journée. Par ailleurs, hier se déroulaient des matchs reportés. Donc on a d'ailleurs Strasbourg qui poursuit sa belle lancée et s'est imposé contre Clermont 2-0. Lille a gagné 3-1 contre Lorient, malheureusement pour le club breton. Et enfin, Montpellier a perdu à domicile face à Troyes. Donc au niveau du classement, on remarque que le PSG domine clairement le tableau avec 50 points. On a Nice qui suit avec 39 points et Marseille avec 37 points. Au niveau du bas de classement, c'est assez inquiétant pour Saint-Etienne qui ont seulement 12 points. Bordeaux et Lorient sont au-dessus avec 17 points, donc ça va être très serré. On a aussi Clermont, Metz qui ont 18 et 19 points. On passe maintenant à la Première Ligue puisqu'il y a eu des succès assez marquants, notamment le match nul du coup entre Manchester United et Aston Villa 2-2. On a aussi vu la belle affaire de Tottenham face à Leicester, la victoire donc 3-2, et aussi on a vu la victoire de Manchester City face à Chelsea 1-0, donc qui creuse de plus en plus l'écart sur ses adversaires directs et qui mène au classement général avec 56 points. Liverpool se situe deuxième avec 45 points, suivi de très près avec Chelsea de 45 points. Enfin, en bas de classement, on voit Burnley, Newcastle et Norwich City qui ont à eux 11, 12 et 13 points.
On passe maintenant au niveau de la Liga, on en parlait tout à l'heure avec le Barcelone. Barcelone qui se situe à la 6e position avec seulement 32 points. Nous, on remarque que le Real Madrid est vraiment en tête de classement avec 49 points, mais il y a quand même une concurrence puisque Séville se situe 2e avec 45 points, suivi du Betis avec 37 points. Et enfin, on passe à la Bundesliga rapidement. Le Bayern Munich domine le tableau avec 46 points, suivi de près par Dortmund avec 40 points et Leverkusen qui ont 32 points. Donc c'est vraiment entre le Bayern et Dortmund que ça va se jouer la première place. Je te laisse maintenant la parole, Jérémy, pour nous parler de la CAN. Oui, tout à fait. Pour finir ce récap de l'actualité sportive, on file au Cameroun où se déroule actuellement la compétition footballistique du moment, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc à l'heure où on enregistre, on connaît déjà 8 équipes qualifiées pour la 8e de finale, qui sont le pays hôte, le Cameroun, le Burkina Faso, le Sénégal d'Aliou Cissé qui était finaliste l'an passé, la Guinée, le Maroc, le Gabon, le Nigeria et l'Égypte. Il reste encore 8 places et l'Algérie, gagnant de la dernière édition, est en grand danger puisqu'elle doit absolument gagner son dernier match contre la Côte d'Ivoire pour ne pas être éliminée. Et à l'heure où on se parle, la Côte d'Ivoire mène 2-0 dans son match à la 54e minute. Donc juste pour finir, Florian, est-ce que tu peux me donner toi ton pronostic pour le vainqueur de cette CAN ? Moi, je pense que ça va être la Côte d'Ivoire qui ont vraiment pas mal de joueurs à son actif. Et j'en parlais avec toi d'ailleurs tout à l'heure et je pense que tu es du même avis que moi, Jérémy. Ouais, tout à fait. Moi aussi, je vois bien la Côte d'Ivoire gagner cette année. Et réponse le 6 février puisque la finale se jouera au Cameroun. C'est tout pour aujourd'hui. On espère que ce nouveau format vous a plu et on vous dit à bientôt dans Vincent Sport. Salut! Salut!